Je suis très heureux d'être parmi vous. Je regrette de ne pas pouvoir l'être physiquement, mais les contraintes de voyage étant ce qu'elles sont, on fait comme on peut. Néanmoins, j'ai toujours beaucoup de plaisir à venir en Tunisie lorsque j'ai la chance de pouvoir le faire. Et donc, je viens aujourd'hui de façon virtuelle pour vous parler des enjeux de la transformation digitale en général et en particulier dans le contexte d'Afrique et plus particulièrement encore dans le contexte qui est le vôtre, du Maghreb. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces dernières années ou même de ces derniers mois? On a eu clairement une accélération de la révolution numérique qui est très bien illustrée par cette image que vous voyez ici, où on voit la valorisation d'une seule entreprise, Zoom, avec l'équivalent en compagnie aérienne. Et je trouve que c'est très emblématique de cette révolution parce que finalement, Zoom, ça remplace dans une certaine mesure les voyages aériens, en tout cas les voyages d'affaires. Moi, je peux vous dire que je pense que l'année 2020 et une grande partie de l'année 2021 ont été de très loin les années les plus efficaces pour moi en matière d'activité, dans la mesure où auparavant je prenais l'avion 1 à 2 fois par semaine. J'ai totalement plus pris l'avion ces derniers temps et néanmoins j'ai vu énormément de monde, j'ai eu énormément d'échanges. Et donc c'est très, encore une fois, révélateur de ce qui se passe, parce que ce qui se passe, c'est finalement une révolution des usages qui est emmenée par la technologie. Et je voudrais revenir un petit peu sur l'origine de cette révolution, parce que je trouve qu'elle est extraordinaire. Elle va commencer, en tout cas dans cette présentation, en 1969 avec l'invention du microprocesseur par Gordon Moore, qui va dire les microprocesseurs vont doubler de puissance tous les 24 mois, et il a eu parfaitement raison pendant plus de 50 ans. Au début, on a eu des ordinateurs qui coûtaient cher, qui avaient des puissances de calcul extrêmement limitées. Ça, c'est les premiers ordinateurs qui étaient connectés à l'ancêtre de TCP/IP, c'est-à-dire l'Internet d'avant, qui s'appelait ARPANET. Puis très vite, le coût va baisser de façon absolument extraordinaire pour rentrer dans la micro-informatique, pour rentrer dans la micro-informatique domestique, pour rentrer dans la micro-informatique portable avec le smartphone. Et juste pour illustrer cette fameuse révolution de la loi de Moore, là, dans cet appareil, vous avez plus de puissance de calcul que dans la totalité des ordinateurs qui existaient en 1969, quand Gordon Moore a inventé son premier microprocesseur. Et en fait, cette dynamique, on a longtemps dit que la loi de Moore était en train de s'arrêter. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il y a eu des technologies de rupture qui sont arrivées et les coûts ont continué à baisser. La puissance de calcul a augmenté. Ça, c'était un téléphone assez méconnu, mais finalement l'un des plus vendus de l'année 2018. C'est l'équivalent d'un iPhone 4 et ça vaut quand même 22 fois moins qu'un iPhone 4 quand il est sorti. Et encore une fois, propulsé par cette fameuse loi de Moore. On en est à peu près là. Vous avez un équivalent d'un iPhone 5 pour 25 € aujourd'hui, principalement dans les pays émergents. Et il n'y a aucune raison que ça s'arrête là. Ça continue grâce à la puissance de cette fameuse loi de Moore, mais aussi les processus d'industrialisation. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que la dynamique que l'on observe aujourd'hui, alors que les marchés occidentaux sont saturés, c'est de voir l'émergence s'effectuer dans les pays en développement. D'ici 2025, on considère qu'il y aura 100 milliards d'objets qui seront connectés à Internet. Ça peut être des serveurs, des smartphones, des ordinateurs, mais c'est aussi de plus en plus des objets connectés. Et cette dynamique, c'est quelque chose qu'absolument personne n'aurait pu prévoir. Par rapport à cette loi de Moore, on considère qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de risque sur la continuation de cette loi de Moore, dans la mesure où il y a plein de technologies de rupture qui arrivent. On parle des processeurs optiques, des processeurs quantiques et de tout un tas d'autres technologies, des processeurs multicœurs qui sont déjà parmi nous. Et ces technologies nous permettent d'envisager plutôt une sortie vers le haut de la loi de Moore. Alors, au travers de cette épopée de 50 ans, on a plusieurs époques. On a celle des gros ordinateurs complexes à mettre en œuvre, celle que je viens d'évoquer des micro-ordinateurs et des smartphones avec des interfaces graphiques. Puis là, il y a une ère qui, je crois, est en train de s'ouvrir, qui est tout à fait fascinante, qui est celle de l'intelligence artificielle et qui touche à peu près tout le monde, c'est-à-dire tous les marchés, tous les segments sociaux, tous les pays, avec évidemment des intégrations qui sont différentes, mais
le coût de ces technologies est en train de s'effondrer de façon, pour ainsi dire, verticale. Alors, on voit au-delà de ça de très grands enjeux de nature quasi géopolitique. C'est-à-dire qu'on voit que la souveraineté des nations, les enjeux de distribution de la connaissance, les enjeux de plateformisation du monde, de création de méta-entreprises sont en train de s'exprimer. L'un d'entre eux que moi je trouve vraiment intéressant, c'est la notion d'aplatissement du monde, tel que décrit par Thomas Friedman dès 1997. Qu'est-ce qu'il dit, Thomas Friedman? Il dit, en fait, les différences technologiques qui existaient il y a 100 ans, le premier moteur à explosion, la première usine de moteur à explosion aux États-Unis, c'était en 1789. Il a fallu un siècle, presque un siècle, pour qu'on ait une première usine de moteur à explosion en Afrique. C'était au Nigeria en 1979. Eh bien, si vous comparez la différence qui existe dans l'accès aux technologies, les smartphones, mais plus généralement à l'accès aux technologies logicielles, vous avez un délai qui est extrêmement court. Sur les smartphones, le niveau de différence de pénétration, c'est quelques années. Pour avoir 80% de pénétration, je pense que la Tunisie doit être aux alentours de 80-90%. La France était à ce rythme-là il y a à peu près 2 ou 3 ans. Donc c'est des décalages qui sont assez courts. Puis si vous parlez de l'accès à des technologies de type, par exemple, machine learning, tout le monde partage les mêmes données parce que ce sont des données open source. Et donc, il n'y a plus de time frame technologique tel qu'il existait auparavant. Et puis, cette notion d'aplatissement, elle est aussi intéressante parce qu'elle permet de créer des plateformes de partage qui sont quantitatives autant que qualitatives. Si je prends par exemple Wikipédia, si j'imprime Wikipédia dans sa version anglaise, c'est 300 mètres de haut. Et il y a moins de fautes dans Wikipédia par page qu'il y en a dans Britannica, l'encyclopédie traditionnelle qui préexistait. Et donc, on a une nouvelle conformation du monde, de nouvelles architectures qui s'expriment, et ça ne cesse de bouger. Il y a des évolutions de plus en plus importantes dans ce domaine. Je pense qu'au cœur de tout ça, on a évidemment la notion de données. Alors, la donnée, c'est un univers extrêmement complexe à appréhender. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les années 2000, on est sorti de la notion de base de données. On a commencé à parler de données à plat et on a commencé à pouvoir traiter à la fois des données sémantiques, c'est-à-dire du texte, mais aussi de l'imagerie, avec notamment les infrastructures de données de type big data qui ont effondré le coût d'administration de la donnée, mais aussi avec l'émergence de l'intelligence artificielle et du machine learning. Je vous parlais tout à l'heure du véhicule autonome. Le véhicule autonome, c'est un exemple assez intéressant parce que c'est vraiment des plateformes, c'est des plateformes de partage de données, notamment les réseaux de neurones qui auront préappris, vont être alimentés pour être améliorés sans cesse, en permanence. Et puis, vous avez aussi beaucoup de machine learning, notamment sur les processus, c'est-à-dire ce qui se déroule dans le temps. C'est une somme d'expertise technologique qui est l'une des plus abouties au monde. Et je trouve que, à cet égard, c'est intéressant à montrer parce qu'on voit que ces technologies sont en train de se diffuser un peu partout. Bien sûr, la Californie est en avance dans l'usage de ces technologies, mais le coût d'effondrement de ces technologies est tel qu'on considère que finalement la différence en matière d'usage va être beaucoup moins importante que pour le moteur à explosion que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, il y a d'autres enjeux qui sont du domaine de l'induction de la révolution numérique, comme par exemple sur les modèles d'affaires. Si je crois que personne n'aurait pu prédire il y a 20 ou 30 ans que parmi les entreprises les plus riches au monde, certaines seraient gratuites, Facebook, Google par exemple, et surtout vous permettraient d'accéder à vraiment les technologies les plus avancées en matière de messagerie, de search, d'intelligence artificielle, de géolocalisation, de guidage routier, etc., etc. Et donc ça, c'est l'expression vraiment de la loi de Moore à très très grande échelle. Le stockage, le traitement, la distribution de l'information sont arrivés à des coûts qui sont tellement marginaux qu'on peut arriver à les donner gratuitement et à les améliorer absolument sans cesse. Une autre dynamique qu'il aurait été difficile de prédire, et je crois qu'à l'égard des pays à revenus intermédiaires ou des pays en développement est vraiment intéressante, c'est celle de l'open source, inventée par le monsieur ici présent, Richard Stallman, et qui vraiment est une révolution parce qu'il faut bien comprendre que l'Occident, parmi les choses qui lui ont permis d'asseoir sa domination, c'est le fait de conserver la maîtrise technologique. Donc le fait d'être capable
d'imposer des technologies parce qu'il en avait la propriété. Et ça, cette barrière, elle est en train de baisser de façon extrêmement significative. En tout cas, dans le domaine du code, c'est tout à fait évident. Et c'est peut-être en train d'ailleurs de contaminer certains autres domaines. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps d'en parler. Si je prends par exemple le domaine de l'intelligence artificielle, à nouveau Yann Lequin. Yann Lequin, il dit, en fait, aujourd'hui, ce qui propulse l'intelligence artificielle, c'est les communautés ouvertes de codeurs. Il y a 200 000 à 300 000 personnes qui sont des experts dans ce domaine dans le monde entier et qui améliorent sans cesse le machine learning, les réseaux de neurones, l'ensemble des disciplines qui ont trait à cet univers et qui travaillent sur des plateformes de type GitHub, sur lequel on va trouver aujourd'hui rien moins que 60 millions de codeurs, et donc qui partagent de façon très ouverte ce qu'ils font. On considère qu'aujourd'hui sur GitHub, il y a probablement plusieurs centaines, même peut-être plusieurs milliers de milliards de lignes de code qui sont partagées. Et ce que je crois qui est important de comprendre, ce que je commençais à évoquer, c'est le fait que ce monde-là s'oppose au monde dont on sort. Le monde dont on sort, c'est un monde de hiérarchie qui procède de processus de management et d'organisation qui sont plus ou moins militaires, donc le taylorisme, les logiques d'administration qui sont décrites par Henri Fayol, ou le Weberisme. Donc ça, ce sont des principes qui sont vraiment très très structurants et qu'on ne retrouve que de façon extrêmement différente dans le monde des startups. Donc si je prends les 480 licornes qui existent sur Terre, oui, il y a toujours de la hiérarchie, il y a toujours du command and control, mais il y a aussi des modèles d'organisation qui sont largement basés sur la donnée, c'est ce que l'on va voir, et des principes qui sont beaucoup plus décentralisés et qui permettent aujourd'hui d'offrir de très grandes opportunités à des gens qui ne sont pas forcément dans les centres du savoir. Donc évidemment, il y a la Californie, il y a Pékin, il y a quelques endroits dans le monde où il y a beaucoup de startups, mais aujourd'hui, moi j'ai des amis, je connais des gens qui montent des startups, certaines d'entre elles qui réussissent remarquablement bien, qui ne se sont jamais rencontrées et qui sont aux quatre bouts du monde. Et ça, je pense que en matière géopolitique, en matière économique, en matière sociale, ça va avoir un impact très conséquent sur les décennies à vivre. Les très grandes entreprises de l'Internet sont aujourd'hui en train de comprendre ces dynamiques alors qu'on commence à déconfiner et elles s'organisent de façon extrêmement différente pour pouvoir finalement devenir des entreprises partiellement décentralisées. Et je crois que ce qui est intéressant de comprendre, c'est que finalement, on a évidemment tendance à penser que c'est surtout les entreprises digitales qui réussissent dans ce domaine, mais en fait, on se rend compte que c'est surtout un modèle organisationnel. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être dans les courses de bateaux à voile et utiliser la data pour devenir un leader. Ça a été le cas de Larry Ellison et Oracle avec l'America's Cup. Vous pouvez très bien être dans le monde des véhicules, qui est un monde extrêmement traditionnel, extrêmement normé, dans celui des réacteurs d'avion ou dans celui de l'alimentation, et vous pouvez tout autant plateformiser votre business. Vous pouvez aussi être un État, et il y en a plusieurs d'entre eux qui ont utilisé la data, notamment dans le contexte de la pandémie, pour mettre en place des politiques publiques d'une nature extrêmement différente et pour finalement se plateformiser. Alors, j'ai déjà prononcé le mot plateformiser 5 fois. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire, se plateformiser? Si je prends par exemple l'univers bancaire, et si je prends le domaine du prêt immobilier, le prêt immobilier, c'est des processus qui sont extrêmement structurés, et c'est autour de ces processus qu'on a organisé l'offre. C'est-à-dire qu'on va chercher du capital primaire, on s'assure qu'on met ce capital à la disposition des gens qui achètent de l'immobilier avec un certain niveau de compliance. On met en place une interface pour avoir une interaction avec ses utilisateurs, et puis on gère des contentieux potentiels pour la petite partie des gens qui ne peuvent pas rembourser. Dans le monde du digital, on assiste à des logiques qui sont totalement différentes, qui sont basées sur l'expérience. C'est-à-dire que quand vous faites un crédit immobilier, vous allez chercher un appartement en ligne, vous allez rencontrer votre notaire, vous allez changer l'école de vos enfants, vous allez faire des travaux, vous allez faire tout un tas de processus administratifs pour l'électricité, l'Internet, l'eau, etc. Puis vous allez acheter des meubles et vous allez décorer, etc. Il y a des startups qui se sont posées là-dessus, qui commencent à se poser là-dessus, avec des approches qui sont des approches basées sur la data, c'est-à-dire qu'elles agrègent des partenaires
et elles permettent d'avoir une expérience qui est unifiée. Et c'est évident que ça a beaucoup plus de valeur qu'une relation qui vise juste à se refinancer auprès d'une banque, parce que vous avez un processus qui est complètement intégré et qui vous évite d'avoir des problématiques. Ça, cet exemple-là, je peux l'étendre à peu près tous les domaines. J'ai fait déjà un case study sur le domaine de la mine, de véhicules de l'agroalimentaire, etc., etc. C'est ça l'idée de plateformisation. Et on voit très bien que même dans des univers technologiques, il y a des approches qui sont extrêmement différentes. Il y a l'idée de dire que le network effect, l'effet de réseau, est dominant et que ceux qui sont capables de capitaliser sur la donnée vont avoir un avantage déterminant. En général, on le voit assez peu venir. C'est-à-dire qu'une startup qui vient, par exemple, dans le domaine du bâtiment, eh bien, les grands acteurs du bâtiment ne vont pas l'avoir au début. Et puis, c'est qu'à partir du moment où elle va commencer à faire un peu de bruit et qu'elle va se développer, qu'on va se rendre compte que, finalement, potentiellement, ils représentent une menace. Mais à ce niveau-là, ils auront déjà tellement capité sur la data qu'en général, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de désintermédiation des acteurs traditionnels. Je considère qu'aujourd'hui, on est à 3 ou 4% de la désintermédiation dans quelques univers, comme par exemple le domaine de l'e-commerce, où on a des acteurs comme Amazon qui sont rentrés de façon extrêmement forte, ou le domaine de l'hôtellerie, où Booking, Expedia, Airbnb ont commencé à marquer un peu cet univers. Mais si je prends par exemple le match Nokia-Apple, c'est vraiment intéressant. En 2006, Nokia était l'entreprise la plus valorisée au monde. Voilà, 150 milliards à l'époque. Et début 2007, l'iPhone a été lancé. À ce moment-là, ce jour-là, la valorisation de Nokia a pris 8% le jour du lancement de l'iPhone. Et pourtant, la suite, eh bien, tout le monde la connaît. C'est une suite absolument incroyable, où d'un côté, vous avez l'effet de réseau qui va s'exprimer, et puis de l'autre, vous avez une entreprise qui, même si elle continue à exister, n'a jamais reconnu son lustre d'antan. Et quand on regarde l'offre qui existait début 2007, en fait, c'est très étonnant parce que Nokia avait un téléphone, le N95, qui était supérieur sur pratiquement tous les points et qui avait un format qui était à peu près identique, qui avait plus de mémoire, qui avait un GPS quand l'iPhone n'en avait pas. Et puis, ils avaient une segmentation dans l'ensemble de leur offre, notamment sur les émergents, très forte, alors que Apple n'avait qu'un seul produit. Ils avaient une très bonne fabrication, une très bonne distribution, alors qu'iPhone avait surtout la distribution des PC en général. Et puis, il y avait surtout deux avantages qui, je crois, sont importants. C'est dans le cadre de Nokia, il y avait plusieurs plateformes. Dans le cas de l'iPhone, il y avait l'idée de capitaliser sur la donnée avec une seule plateforme et de commencer à construire des communautés de développeurs, notamment avec un SDK très intégré, et puis l'idée, dès le départ, de l'App Store. Et en fait, vous voyez très bien que d'un côté, vous avez une capitalisation sur des codeurs et sur de la data, et puis de l'autre, on rate ces aspects-là, et en fait, on se fait des intermédiaires. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez peu connu, et c'est important de comprendre ce que sont les caractéristiques de la plateforme au sens large. Alors, la plateforme, c'est évidemment caractéristiques technologiques des API, mais c'est aussi un management qui est d'une nature différente, qui est basé sur le mode projet et qui essaye de mettre fin aux logiques de silo. Elle est permise parce qu'on a de la data et que cette data, elle utilise des fonctions support. Elle permet de distribuer des fonctions support au travers du cloud. Ça peut être des analytics, ça peut être des outils de messagerie, du Slack, du Teams, etc. Et puis, ça peut être des systèmes de partage de projets, du code, de la 3D, du plan, ce que vous voulez, de la comptabilité, mais de façon extrêmement homogène, extrêmement structurée, extrêmement disciplinée, à une échelle extrêmement forte dans les entreprises. Et donc, on passe d'entreprises qui sont des entreprises traditionnelles avec du command and control. Donc, le management commande et donne des ordres qui descendent vers l'équipe. Et puis, l'équipe remonte du reporting. Ça, c'est comme ça depuis 2 siècles. Avec la révolution informatique, on va faire la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir des entreprises qui pourront être un peu plus grosses et qui seront toujours en silo avec des directions qui seront propriétaires de leur système d'information et une très faible communication entre ces différents systèmes d'information. Mais en fait, ce qui va, je dirais, caractériser la révolution digitale,
c'est la logique de plateforme. C'est-à-dire l'idée de dire que on va toujours conserver un certain niveau de hiérarchie, mais on va intégrer les collaborateurs au sein de la plateforme. On va leur permettre de partager la donnée de façon extrêmement forte, d'avoir une richesse de données qui provient du client qui est très supérieure. Et puis, quand on voudra finalement faire évoluer l'offre de l'entreprise, on va réorganiser les groupes projets au sein de l'entreprise. Ça, c'est une logique qui est extrêmement puissante, qui permet notamment de faire du build to fail, c'est-à-dire d'être incrémental dans l'innovation et de quitter ce fameux mode de production qu'on appelle cycle en V, où d'un côté, vous avez toute la spécification, puis de l'autre, vous avez le développement. Et en général, quand on essaie de réunir ces deux côtés-là, eh ben, ça ne colle pas bien. Et donc, on a des coûts de production qui sont très élevés et qui sont incomparables à ce qu'on peut observer quand on fait du développement agile, qui est vraiment devenu, je pense, l'alpha et l'oméga du type de développement. Et pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Il faut faire ça parce que on rentre dans un monde qui est différent. On rentre dans un monde où les cycles d'innovation qui étaient auparavant relativement courts dans l'ère industrielle, aujourd'hui, dans l'ère digitale, ils sont structurés par la donnée et ils sont beaucoup plus courts. Une entreprise qui est basée à Palo Alto ou à Pékin peut venir perturber des marchés. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines. Et ce qu'on observe depuis l'Afrique, c'est du reverse engineering, c'est-à-dire, par exemple, à l'égard de M-Pesa, des technologies de mobile money qui ont d'abord été créées en Afrique et puis qui aujourd'hui reviennent dans les pays en développement avec des enjeux de compliance qui font que c'est assez difficile à mettre en œuvre. Alors, la vraie question, c'est finalement comment est-ce qu'on réussit à traverser au mieux, en tant que nation, en tant qu'entité d'individus, ce que moi j'appelle la vallée schumpeterienne. C'est-à-dire le fait d'être dans un état traditionnel, avec des entreprises qui sont en mode traditionnel, et leur permettre de traverser cette vallée avec le moins de casse possible pour rentrer dans le monde du digital. Et quand vous êtes un gouvernement ou un État, vous apercevez qu'au début, vous avez des problèmes de capital humain, de compétences, de régulation. Vous n'avez pas d'entreprises qui sont en mode plateforme et qui ont ce network effect. Vous avez un système financier qui est basé sur le prêt et pas sur le capital risque. Vous avez un problème d'adapter les curriculums de formation universitaire à ce besoin-là. Vous avez besoin de finalement accompagner les gens qui sont en mode de transition dans les entreprises et éviter qu'il y ait trop de monde sur le marché du travail. Vous avez des croissances d'inégalités. À chaque fois qu'on observe des accélérations technologiques, on a des problèmes d'inégalité. Et puis, il faut implémenter une nouvelle régulation dans un cadre, si possible, démocratique. Et donc, ça, c'est compliqué parce que finalement, il y a cette espèce de chasme, de croisement schumpeterien qui parfois se passe de façon difficile. Et les entreprises, elles doivent complètement se réorganiser. C'est-à-dire que dans les aspects descendants, elles doivent reformer le management, elles doivent changer de modèle d'affaires, elles doivent restructurer leur système d'information, elles doivent recruter de nouvelles compétences, elles doivent gérer les enjeux de régulation, elles doivent aller chercher du financement, créer de nouvelles idées, de nouveaux business models, de nouvelles formes d'organisation, mettre en œuvre des technologies spécifiques comme l'intelligence artificielle, apprendre des éléments culturels qui sont propres à l'organisation en mode projet, en mode agile, comme le pitch, par exemple, et puis réellement bénéficier du mode plateforme. Et c'est je dirais, un jeu qui est assez inégal, puisque les entreprises traditionnelles, elles ont toute la partie descendante à faire, tandis que les entreprises digitales, les startups en particulier, elles n'ont finalement que la phase croissante à gérer. Et là, je pense que finalement, c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que ce n'est pas forcément uniquement un enjeu de moyens. Il y a plusieurs États dans le monde qui étaient des États pas forcément très riches. Je pense par exemple à l'Estonie, qui était l'un des États les plus pauvres de l'Europe, qui sont aujourd'hui l'un des pays les plus avancés, qui, parce qu'ils ont su mettre en place des politiques publiques intelligentes où finalement on avait de la régulation, mais on avait aussi la capacité de développer des logiques d'innovation, sont devenus extrêmement performants à cet égard. Alors finalement, à mon avis, à l'égard des pays maghrébins et de la Tunisie en particulier, il y a plusieurs sujets. Il y a des sujets d'inclusion financière qu'on retrouve d'ailleurs à l'égard de l'ensemble de l'Afrique, c'est-à-dire faire en sorte qu'à toutes les échelles, on puisse accéder à des systèmes financiers de bonne qualité,
Ça, c'est très important, notamment pour les innovateurs. Il y a l'enjeu d'être capable de créer des infrastructures d'échange de données, c'est-à-dire de pouvoir, par exemple, construire de la donnée économique de façon nouvelle et de façon efficace. Ça peut être de la macro-statistique publique, mais ça peut être de la donnée plus fine qui concerne des clusters économiques en particulier, faire en sorte qu'il y ait des effets de clusters qui jouent et qui renforcent la compétitivité de certains acteurs dans toutes les filières. Moi, j'ai été visiter dans certains pays, notamment dans le domaine des pièces automobiles, des effets de clusters qui reposaient sur la data. Ça marche extrêmement bien. Et puis, à l'égard de la Tunisie en particulier, moi, je pense qu'il y a un jeu extraordinaire à jouer, c'est tout simplement la compétence humaine. Vous avez un niveau de compétence qui est, à mon avis, inégalé dans la région, particulièrement dans le domaine de l'informatique. Il faut savoir qu'en Europe, il manque 1 100 000 codeurs. Aux États-Unis, c'est à peu près pareil. 1 million, on estime à 1 million de personnes qui montent en code. Il y a une compétition globale pour le code. Et donc, c'est évident que d'être capable de permettre de répondre à cette demande, dans la mesure où ce que je vous ai dit au préalable, c'est que la crise du Covid avait finalement globalisé les marchés, notamment les marchés de capitaux humains, il y a, à mon avis, quelque chose d'extrêmement puissant à jouer. Et puis, pour la puissance publique, c'est vraiment d'essayer de jouer au maximum d'un juste équilibre entre l'innovation et la régulation. Alors, ça peut être des indicateurs de type doing business, mais qui sont, à mon avis, un peu dépassés par ce que l'on observe dans le monde du digital. C'est vraiment de faire en sorte qu'on puisse avoir des effets de cluster qui se jouent dans le digital spécifiquement. Et je pense encore une fois que la Tunisie est vraiment un des pays les mieux placés, en tout cas dans la région méditerranéenne, pour réussir dans ce domaine. Je sais que vous avez comment dire, un passé récent qui est compliqué, mais néanmoins, je pense que cette opportunité, elle reste indéclassée, vraiment unique, et j'espère que finalement vous réussirez à en profiter parce que ça peut être un puissant moteur pour la croissance. Je vous ai cité tout à l'heure l'Estonie, mais je compte une dizaine de pays dans le monde qui finalement connaissent une émergence extrêmement forte du fait de l'utilisation de la technologie. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je ne sais pas si on a le temps pour les questions, mais je les prends avec plaisir.